La négociation collective est essentielle. C'est quoi la négociation collective? C'est négocier collectivement, ensemble. T'es sûr? Évidemment que je suis sûr. Faut qu'on se renseigne. Tout augmente. Oui. Mais comment on va faire pour s'en sortir? Heureusement que nos salaires sont indexés. Heureusement. Mais oui, mais l'index, il est lié à l'augmentation des prix. Ouais. Donc il faut attendre que les prix augmentent pour que notre salaire soit indexé. Ouais. Mais ça ne change rien, il faudrait qu'on indexe avant. Non, ça ne va pas. Parce que si on indexe les salaires avant, alors ça coûte plus cher à produire. Alors tout coûte plus cher. Les prix augmentent alors. Les prix augmentent, il faut augmenter l'index et alors ça devient une spirale infernale de l'index. Oui, non, il faut ménager la chèvre et le chou. Oui, mais c'est de l'équilibrisme, hein, tout ça. Oh, de l'équilibrisme. Ouais. Avec mon vertige, vous ne vous rendez pas compte. Hein. Ouais, mais c'est de l'équilibrisme sur le papier. Hein. C'est pas comme ça. Et puis bon, attends, si on commence à trop augmenter les salaires, tout devient plus cher à produire. Les gens ne savent plus acheter. Alors ça ne marche plus, les gens perdent leur place. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? On ne va quand même pas diminuer les salaires, hein? Non, le diminuer, non, parce qu'alors, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, voilà. Et donc ils achètent moins, alors c'est le bazar, hein, Non, rien qui va. Hein. Ce qu'il faut, c'est négocier, hein. Négocier, l'équilibrisme, hein. Oui, mais négocier dans les réunions, je vois bien comment ça va, hein. Chacun essaie de tirer la couverture à lui, hein. Oui, mais ça, c'est dans la vie, hein. Dans la vie, tout le temps, les gens essaient de tirer la couverture. Mais bon, quand la couverture est grande, une belle grande couverture, pas de problème. Bon, si la couverture est un peu plus petite, il faut... Mais qu'est-ce qu'on peut faire, alors? On va quand même pas couper la couverture en deux. Bon, tu ne vas pas couper une belle couverture en deux, hein. Ce qu'il faut faire, c'est tirer plus fort, hein. Mais non. Quand il y a moins de couverture, il faut qu'on se serre, qu'on se tienne. Qu'on se serre les coudes en dessous de la couverture, évidemment. Ça, se serrer sous la couverture, ça peut être chouette. Hein. Ah oui, ça va. Ça peut être couette. Elle est bonne, celle-là. À cause de la couverture. Ce soir, je vais encore y penser quand je vais édredon mon lit. Édredon mon lit. Ça. Si lui se met à faire des blagues, oh là là, on va être dans le beau drap. Édredon mon lit, mon Dieu. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la manière dont évolue la compétition internationale, dont évoluent les structures économiques, dont évoluent les compétences dont on a besoin sur le marché du travail, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui risquent de rester définitivement hors jeu? Lors de la fusion, on a eu des gens qui devaient retrouver du travail. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui devaient retrouver une nouvelle fonction. Et on a dû soutenir certaines personnes. On a dû les soutenir, mais pendant presque 9 mois, parce qu'on ne retrouvait rien pour eux. On avait l'impression qu'on voulait les jeter. Ils avaient l'impression aussi qu'ils ne valaient plus rien. On ne peut pas abandonner l'idée que tout le monde a un certain nombre de droits et qu'un de ces droits, c'est de participer à la vie sociale et économique du pays, de la communauté, de la région dans laquelle on vit. On profite beaucoup de la totale ignorance des travailleurs qui n'ont pas la chance d'avoir un délégué syndical, évidemment, pour payer nettement en dessous du barème, pour leur faire des heures supplémentaires, en veux-tu, en voilà. Et finalement, ces gens ont un emploi et osent peu rouspéter, jusqu'au jour où il y a un clash, un problème, et là on s'aperçoit. Et là on remonte parfois des années en arrière. Quand on parle d'une installation d'une délégation syndicale, pour mon expérience à moi, quand j'avais préparé 3 mois en sous-marin parce qu'il fallait attendre qu'on soit protégé pour pouvoir annoncer qu'on allait créer une délégation syndicale, le lendemain qu'on a annoncé officiellement qu'une délégation syndicale allait être présentée dans l'entreprise, j'ai été licencié sur le champ. Et à ce moment-là, c'est le permanent, c'est que la CNE a intervenu pour qu'on puisse rester dans l'entreprise en expliquant que c'est la loi et que c'est comme ça. Il est encore possible de créer un rapport de force dans les entreprises. Pour ça, il faut tenir des assemblées. Il faut connaître sa matière. Le délégué doit vraiment être motivé et certain de ce qu'il va dire, en être absolument convaincu. Parce que le discours libéral passe très facilement. Et nous devons aller à contre-courant de ce discours. Parce que pour nous, une des premières valeurs, c'est la solidarité.
Mais voyant parfois comment nos directions se comportent, je dois aussi avouer que parfois nous ne suivons pas la procédure. Parce que sinon, je prends un exemple, quand il y a un licenciement d'une personne, d'un travailleur, pensez bien qu'on ne peut pas commencer à aller voir la direction. Non, il est licencié, il est licencié. Alors c'est vrai on devrait passer au-dessus des procédures, et c'est la première réaction que, en tout cas moi comme délégué, m'est déjà souvent arrivée, c'est de descendre directement dans la cantine, d'appeler les travailleurs, tout en sachant que c'est difficile parce que les chefs de rayon vont faire pression en disant il n'a pas le droit de faire une assemblée, mais c'est quand même ça ce qu'il faut faire, c'est appeler directement les travailleurs, les réunir ensemble et dire voilà ce qui s'est passé, on a licencié tel travailleur pour tel motif, on n'est pas d'accord, et alors là, si les travailleurs me suivent, oui, on sort et on bloque le magasin. Parce que sans ça, il faut bien comprendre que la direction, quand elle n'a pas envie de comprendre, elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait du syndicalisme? Parce que je me suis vite rendu compte, j'ai commencé comme employé, que dès qu'on est dans une relation de travail, on est dans une relation de soumission à l'autorité. Et que tout seul, face à la hiérarchie ou l'encadrement, on ne peut rien faire. Quand les gens viennent pour signer leur contrat, on leur propose des rémunérations, des avantages et des objectifs à atteindre d'une manière individuelle pour qu'ils puissent remplir les conditions de salaire lesquelles ils ont signé. Seulement, ils oublient régulièrement que l'ensemble de l'entreprise est un ensemble de personnes et avec lesquelles ils devront travailler. Et ça, malheureusement, ils ne sont pas prêts à ce genre de choses. Et donc, ils se rendent très vite compte que être individuel, c'est bien, être performant, c'est bien, mais on fait partie d'un ensemble et d'un groupe dans l'entreprise. Je pense que la négociation collective est essentielle. À ce niveau-là, on est quasi au même niveau que les employés. Quel cadre va pouvoir aller négocier individuellement quelque chose? Oui, peut-être. Trouvera peut-être un petit arrangement personnel, évidemment. Comme tout le monde, comme un employé d'ailleurs, c'est toujours possible. D'autre part, le fait même qu'il y ait des négociations collectives au sein des entreprises, par exemple des secteurs, n'empêche pas qu'on continue à faire des différences entre les cadres, les non-cadres, entre les travailleurs de production, les travailleurs dans les bureaux. Enfin, il y a comme ça, quand même, malgré tout, des différences qui parfois sont justifiées, mais ces différences sont souvent des inégalités. La négociation collective marche à partir du moment où, en tant qu'organisation syndicale, on est structuré. Donc je vais citer l'exemple on a fait une grève en 2006, employés, ouvriers, cadres. Les ouvriers demandaient à avoir la prépension parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient assez âgés et qui souhaitaient partir en prépension. Les employés n'étaient pas demandeurs de la prépension, la moyenne d'âge étant plus jeune, ils n'étaient pas demandeurs de la prépension. Par contre, ils avaient appris que les cadres avaient ce qu'on appelle une prime bonus. Et donc, en 2006, ils ont demandé à avoir une prime bonus. Eh bien, au lieu de faire chacun pour soi, on a rassemblé les revendications de toutes les organisations syndicales et on est parti en grève 3 semaines pour demander la prépension avec remplacement d'un départ d'un ancien par un jeune, avec une prime bonus pour tous, employés, ouvriers ou cadres. On a fait 3 semaines de grève et nous avons obtenu toutes les revendications parce que toute l'entreprise était à l'arrêt pendant 3 semaines. Il faut continuer à se battre, mais il faut bien se rendre compte que si, à un moment donné, on ne régule pas la compétition internationale, des personnes seront ou risquent d'être définitivement exclues du marché du travail. Donc à un moment donné, ça doit aboutir à la solidarité, non seulement dans un syndicat, mais si possible en élargissant aux autres syndicats. Plus on est solidaire, plus on est ensemble et plus on a du pouvoir. Quand tu entends tout ça, les syndicats, ça sert vraiment à quelque chose. Tu parles. Les délégués, ils sont toujours en train de se promener. Que tu dis? Ils courent toute la journée pour créer la solidarité entre les travailleurs. Des gros feignants, oui. Toujours dans leur local syndical ou en grève. Mais la grève, c'est parfois indispensable. Et puis regarde dans les PME, il n'y a pas de syndicat. Mais le personnel est toujours exploité. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de courage. Mais c'est pas une question de courage, c'est une question d'avoir le droit de s'organiser collectivement. Pff.